Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Louis-Julien Allemand. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du comité de soutien d'Elad Chakrina. Vous êtes ici pour nous parler de la suite du scrutin de dimanche, notamment avec ce recours qui est prévu. Vous nous en direz davantage sur la procédure qui va être mise en place. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, on regarde les titres de ce jeudi 22 juin. Vendredi dernier, plusieurs annonces importantes ont été faites par le SIAM, concernant notamment la prise en charge des factures d'eau des habitants touchés par la crise de l'eau. Néanmoins, les membres du collectif des Assoiffés du Sud jugent ces annonces insuffisantes. Ils réclament en effet des indemnités suite aux préjudices subis, ainsi qu'une participation en vue de la réalisation de la future steppe de Chiconi. Explication. Bonne nouvelle pour Mayotte, l'île au parfum a pour la première fois été associée à un projet phare de l'INSEE, l'étude de projection de la population. Selon cet exercice, Mayotte abriterait ainsi 90 000 habitants en 2050. Cette étude sert avant tout d'outil à la mise en place des politiques publiques pour un meilleur futur sur l'île. Plus d'informations au cours de cette édition. Alors que l'Aïd approche à grands pas, nous sommes allés ce matin à la rencontre des commerçants de la foire du Ramadan de Mtsapéré. Vol à l'étalage, emplacement, rareté des clients, les commerçants ne sont pas satisfaits, mais ils gardent espoir à l'approche du dernier week-end de ce mois sacré. Reportage à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec la crise de l'eau qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Vendredi dernier, un conseil syndical s'est tenu au SIAM, suivi d'une conférence de presse. Le président Moussa Mohammadi Bavi a ainsi annoncé que les factures des 4 mois de coupure seront assumées par le SIAM et la SMAE à hauteur de 800 000 € pour le premier et 1,7 million d'euros pour le second. Seule la partie assainissement sera assumée par les consommateurs. De bonnes nouvelles a priori, mais pas suffisantes pour le collectif des Assoiffés du Sud qui vient de réagir. Un sujet signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Lesti Vimnet. Moins d'une semaine après la réunion du conseil syndical du SIAM, le collectif des Assoiffés du Sud a décidé de s'exprimer. Pour rappel, le président du syndicat a annoncé que les factures liées aux 4 mois de coupure seront prises en charge par le syndicat et le fermier de l'eau. Une bonne nouvelle pour les membres du collectif, qui n'ont néanmoins que très peu apprécié le fait de ne pas être associés aux dernières discussions. Ils nous ont dit qu'il allait, lui, Bavi, président du SIAM, il allait réunir son conseil et prendre la délibération des propositions que nous lui avons soumises. Au jour d'aujourd'hui, nous, le collectif, nous sommes en attente d'être invités. Or, nous avons appris par le média que le conseil s'est déjà réuni et a délibéré sur ce qu'on lui avait soumis lorsqu'on s'était rencontrés. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on s'était raconté, tout n'a pas été respecté. Le collectif veut en effet connaître les modalités de l'indemnisation, mais aussi et surtout à qui revient désormais ces pertes, l'assurance, la solidarité nationale ou bien les abonnés avec une augmentation des factures. Par ailleurs, des réponses sont toujours attendues concernant l'indemnisation liée aux préjudices subis ou encore la réalisation de la steppe du carrefour de Chiconi. Il y a également une obligation d'indemnisation de la population à hauteur de 2 litres d'eau par jour par personne. Et il a été question de la construction du steppe du carrefour de Chiconi. Et il fallait nous réunir avec le conseil pour pouvoir échanger et délibérer par la suite. Mais ce n'est pas comme ça comment il a procédé, mais il a fait comme bon lui semble, comme si nous, on ne comptait pas, comme si nous étions que des ordures pour lui. La colère est toujours aussi vive du côté du collectif qui affirme réfléchir à de nouvelles actions dans le cas où les doléances ne seraient pas rapidement entendues. Nous, collectif des Assoiffés, nous lui avons fait connaître que tant qu'il ne respectera pas ses engagements concernant cette situation de crise,
nous aussi, nous le laisserons pas en paix pour faire comme bon lui semble, comme il avait l'habitude de faire. Alors ça, c'est le message que nous avons à lui transmettre. Contacté par la rédaction, le président du SIAM n'a pas souhaité réagir publiquement. Quoi qu'il en soit, les choses ne semblent toujours pas réglées pour tout le monde. À suivre. Et le SIAM mis en cause dans une nouvelle affaire, et cette fois-ci à propos de marchés publics. Au mois d'avril dernier, l'établissement avait lancé un appel d'offres dans le cadre d'une restauration d'un chemin d'accès à ses réservoirs. 10 lots étaient prévus à cet effet, sauf que l'un des lots a fait l'objet d'opérations avant la date limite de dépôt et donc d'attribution de marché, ce qui a provoqué la colère des artisans candidats à l'appel. Ils ne comptent pas en rester là. Les précisions avec Sony Chamsidine. Voici le terrain de la discorde, une surface d'une longueur de 54 mètres, une piste accédant au réservoir d'eau du CIEAM qui avait fait l'objet d'un appel à projet au mois d'avril dernier. Sauf que les travaux ont débuté avant la date limite de dépôt de dossier. Sur ce terrain, il y a eu un chantier qui a été lancé, donc l'appel d'offres a été lancé le 20/04/2017. dont la date limite était prévue le 19/05/2017. Voilà, donc le souci qui se passe, c'est que le 17/05/2017, je suis venu avec certains artisans pour filmer, prendre des photos pour insérer dans notre offre, et on a découvert que le chantier a démarré bien avant la date limite des remises des offres. On a été choqués parce que c'était pas normal qu'un chantier puisse démarrer avant la date limite des remises des offres. Ce sont donc des artisans en colère qui n'ont pas hésité à contester la décision et interpeller les institutions publiques avant le syndicat des eaux. J'ai écrit à la demande des artisans au préfet de Mayotte, mais aussi à la DEAL pour dénoncer ces genres d'attitudes. Après, effectivement, j'ai pu voir monsieur le président du syndicat des eaux qui m'a affirmé qu'il y a eu des erreurs et que ces erreurs allaient être réparées. Donc, c'est-à-dire reprendre le chantier, voilà, relancer les travaux, l'appel d'offres. Mais à la grande surprise, malgré l'avis de déclaration sans suite du marché en question, envoyé le 1er juin dernier, les opérations n'ont pas cessé. Au contraire, le chantier a bien fini par être achevé. Un scandale pour les artisans. Très en colère parce que je pense, et nous pensons que on nous prend comme des couillons ici à Mayotte, nous les artisans, les entreprises locaux, et qu'on veut que ça cesse. On attend la réparation parce que vous savez, quand on répond à une offre, on prend beaucoup de temps, de l'encre, des papiers. Tous les heures qu'on passe, nous demandons réparation pour tous ceux qui ont répondu à ce marché. De son côté, le CIEAM confirme à nouveau l'erreur technique et l'annulation de l'appel d'offres, une cause qui ne passe désormais plus auprès des artisans. Un bras de fer débute donc entre les deux camps. La CAPEB a décidé de poursuivre le syndicat des eaux devant le tribunal administratif. Autre sujet à présent, près de 74 millions d'habitants, c'est le nombre auquel s'élèvera la population française en 2050, soit 8,2 millions de plus qu'en 2013. C'est du moins l'hypothèse faite par l'INSEE dans son étude de projection de la population, une étude menée au niveau national et publiée aujourd'hui. Et pour la première fois, Mayotte y est elle aussi associée, une très bonne nouvelle donc pour l'île aux lagons, surtout au regard des enjeux en présence. Les précisions avec Adèle Laurent. 490 000 habitants. C'est le nombre hypothétique de résidents qu'abritera Mayotte en 2050. En effet, pour la première fois, l'île au parfum a été associée à un projet phare de l'INSEE, l'étude de projection de la population. Jamel Mekaoui nous en dit plus sur son utilité. Connaître la population du futur, ça permet
typiquement de déterminer les infrastructures nécessaires dans le futur. Il y a des infrastructures qu'on construit pour un temps donné, mais la plupart des infrastructures sont construites pour un terme de 20 à 30 ans. Des constructions scolaires, par exemple, une école, on ne la construit pas pour le besoin de la rentrée simplement, on la construit pour des besoins de 10-20 ans sur le territoire de métropole. Ça peut être aussi vrai pour les besoins en eau, en électricité, en énergie, en route. Tous les besoins que vous pouvez envisager sont souvent construits dans une hypothèse de moyen terme. Ça permet aussi d'adapter les politiques publiques en conséquence. Et selon cet exercice de projection de la population, la croissance démographique resterait particulièrement vigoureuse à Mayotte. En effet, la population y demeurerait bien plus jeune qu'en métropole, en dépit d'un fort accroissement de la population âgée de plus de 65 ans dans les années à venir. On se projette, selon les hypothèses qui ont été définies finalement, sur une population en 2050 de 490 000 habitants. Donc très importante. Donc on est à une croissance de population confirmée, plus importante que d'autres territoires. Après, on voit qu'au niveau national, la grande problématique qui est évoquée, c'est le vieillissement des populations. Aujourd'hui, étant donné la fécondité à Mayotte et la jeunesse du territoire, c'est une problématique qui est un peu moins prégnante sur le territoire. Donc on sera vraisemblablement au-dessus des départements des Antilles en 2050 et très proche de la Guyane. Ainsi, en 2050, Mayotte compterait 20 seniors pour 100 jeunes, tandis que ce chiffre serait de 122 seniors pour 100 jeunes en métropole. Sur le long terme, la jeunesse d'une population représente un atout. D'un point de vue économique, ce type de population représente en effet un nombre important de consommateurs, ainsi qu'une force de travail potentiellement élevée, et laisse présager des opportunités économiques futures pour Mayotte, si cette jeunesse est bien encadrée. C'est pourquoi cette projection à l'horizon 2050 est importante afin d'ajuster les politiques publiques du futur. Mais cette étude reste un exercice de simulation et a vocation à être réévaluée en fonction de nouveaux éléments qui seront apportés, dont le recensement de 2017. Aujourd'hui, on est en pleine phase de recrutement du personnel de collecte. Donc les mairies et les agents de l'INSEE sont pleinement mobilisés. Les entretiens se font dans l'ensemble des communes du territoire pour pouvoir obtenir le personnel de collecte nécessaire. Donc les 530 agents qu'on a évoqués précédemment. Et on est sur une grande phase où toute la logistique commence à rentrer, tous les éléments préalables à la préparation commencent à nous arriver. Un recensement de la population qui se met en place et qui aura lieu sur le territoire du 5 septembre au 2 octobre de cette année. Les données récoltées serviront ensuite à la mise en place d'une projection de référence, prenant en considération ces dernières données, mais aussi les spécificités locales, comme le solde naturel, le solde migratoire ou encore l'indice de fécondité. Ce recensement est donc primordial pour mettre en place des politiques publiques adaptées aux besoins du territoire. Il était attendu de longue date sur le département, et bien ce sera bientôt chose faite. Le travail intérimaire va ainsi progressivement se mettre en place à Mayotte avec l'arrivée prochainement sur le territoire de l'agence intérim Placidum. Elle compte pour ce faire s'appuyer sur les employeurs locaux et notamment le groupe de coursiers à travers la MIM. Ce matin, nous recevions Norbert Martinez et Flora Beldezebus, la représentante de la future agence Placidum à Mayotte. L'occasion de faire le point sur ce que peut apporter le travail intérimaire sur un territoire comme Mayotte. Un sujet signé Pierre Bellucci, Leslie Vimney. Le sujet va bientôt arriver. On va parler de l'intérim. On va continuer tout de suite avec... On parle de l'intérim avec ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Il ne manque qu'une signature pour que le travail intérimaire soit possible sur le département. En attendant les dernières formalités administratives, nous recevions ce matin la représentante de l'agence d'intérim Placidum qui nous en dit plus sur son implantation à Mayotte. Placidum, c'est une société de travail temporaire qui est installée dans les DOM, aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, et uniquement dans les DOM. On fait partie d'un groupe domien qui s'appelle le groupe Pierre-Marie Joseph, qui est investi dans à peu près tous les métiers de service, dont le travail temporaire. Et nous ne sommes installés que dans les DOM, donc ce sont des territoires qu'on connaît plutôt bien. Si la société connaît très bien les territoires ultramarins, elle a néanmoins pris le soin de s'entourer des entrepreneurs locaux. En effet, les particularités du territoire sont telles que l'agence Placidum a souhaité travailler en étroite collaboration avec le directeur de la MIM, Norbert Martinez. Quand je suis arrivé à Mayotte, donc ça fait à peu près 15 ans,
La première, j'avais tapé à la porte de la direction du travail et pour savoir s'il n'y avait pas une possibilité de créer une société de travail temporaire. Donc c'était déjà un peu bizarre. Ensuite, des rencontres, bien sûr la rencontre avec Placidum, mais surtout avec Florence. Et puis un petit clin d'œil parce que mon expérience professionnelle démarre par le travail temporaire, hein, puisque j'ai travaillé chez Manpower. Et quelque part, on sait très bien que je suis plutôt vers la fin de ma carrière professionnelle qu'au début. Et donc je finirai, disons, cette carrière sur l'accompagnement de ce projet. Souvent critiqué par les syndicats pour son apparence précaire, le travail intérimaire possède néanmoins des vertus qui peuvent favoriser le développement du territoire et répondre aux problématiques du chômage de masse. Le travail temporaire s'est développé sur ces 40 dernières années, principalement centré sur le développement des salariés temporaires. Et quand je dis agence d'emploi, ça veut dire qu'au-delà du travail temporaire, le simple fait de détacher un salarié dans une entreprise, il y a tout le reste. Le reste, c'est la formation. On investit énormément en termes de formation. Le reste, c'est la prévoyance. Que se passe-t-il lorsqu'un intérimaire est malade? Lorsqu'il finit son contrat, qu'est-ce qu'il se passe? On travaille aussi beaucoup sur toute la notion de gestion de ressources humaines, donc les accompagnements sur les VAE. Donc le travail temporaire est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. C'est un excellent marchepied pour les jeunes, pour trouver un premier emploi, une expérience, pour trouver une première mission d'1 jour, 2 jours, et une deuxième mission d'1 semaine, et une troisième mission d'1 mois, pour créer cette fameuse expérience dont on parle systématiquement. Formation, expérience, souplesse pour les entrepreneurs qui pourront répondre aux urgences liées à une augmentation de la charge de travail ou encore à un manque temporaire d'effectifs. Le travail intérimaire va clairement bouleverser le marché local. Mais alors pour le meilleur ou pour le pire, réponse dans les prochains mois. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce jeudi 22 juin. Voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Elad Chakrina refuse de se déclarer vaincu et va contester les élections législatives dans la première circonscription de Mayotte. Mais alors en quoi consiste cette procédure? Le droit de contester le scrutin appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription, ainsi qu'aux candidats perdants. Les élections ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations ou encore les électeurs d'une autre circonscription. Le Conseil constitutionnel est par ailleurs seul compétent pour juger de la régularité du scrutin et doit être saisi sous 10 jours. La requête doit être adressée directement au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou indirectement au préfet qui assurera la transmission. Dans l'hypothèse d'une requête recevable, le Conseil constitutionnel peut ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l'élection. Il peut également auditionner des parties et entendre des témoins. En clair, l'affaire est à suivre de très près, tandis que le délai concernant la décision est estimé entre 2 et 3 mois. Au début du mois de juin, les services compétents de la DAF et de la DIECT ont procédé au contrôle d'un conteneur en provenance de Madagascar. Ce dernier mélangeait des produits végétaux comme de la farine de maïs ou des haricots secs avec des produits non alimentaires comme de l'huile de coco et des objets d'artisanat, ce qui est strictement interdit. Néanmoins, à l'ouverture du conteneur, les inspecteurs ont constaté d'autres infractions avec la présence de miel non raffiné dissimulé dans des bidons d'huile de coco, 200 kg de coriandre, 20 kg d'argile naturelle ou encore 1000 pots de 35 g de produits cosmétiques contenant de l'acide salicylique. Les produits dissimulés auraient généré un chiffre d'affaires dépassant les 20 000 €. La marchandise va donc être détruite, tandis que son propriétaire risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans et une amende de 750 000 €. Il y a quelques mois, le photographe sous-marin Marc Alaria publiait un livre intitulé « Poissons de Mayotte ». Depuis, le travail continue et de nombreux clichés sont publiés sur la page Facebook « Idées Poissons de Mayotte » qui a pour but de fédérer les plongeurs autour de l'identification des poissons du lagon. Il y a quelques mois de cela, le photographe a d'ailleurs publié 2 clichés de poissons non identifiés et des chercheurs australiens viennent de lui répondre. Il s'agit d'un Scolopsis, une nouvelle espèce découverte il y a peu et qui n'avait encore jamais été photographiée. Marc Alaria a donc eu le choix du nom et a proposé Nemipterus andrema pour rappeler le lieu où le cliché a été pris. La seconde photographie montre un Pseudochromis, une espèce connue mais qui n'avait là encore jamais été photographiée dans son milieu naturel. De quoi rappeler, si pesant en était, la richesse du lagon de l'île.
Et on revient maintenant sur ce recours dans le cadre de ces législatives avec notre invité, Louis-Julien Allemand. Donc je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien d'Elad Chakrina. Aujourd'hui, qu'en est-il très exactement de la situation pour que justement on comprenne un peu où on en est? Mais écoutez, la situation est très simple. Elad Chakrina a annoncé hier, je crois, de manière très claire, qu'un recours va être introduit devant le juge de l'élection. Le juge de l'élection, c'est le Conseil constitutionnel. Et à partir de là, eh bien, il appartiendra au juge de décider si cette élection doit être annulée ou non. Et je dirais qu'il y a même une troisième possibilité, mais qui n'a jamais été en réalité utilisée par le Conseil, mais qui pourrait bien l'être à l'occasion de cette affaire, c'est le remplacement d'un député par l'autre. Cela, c'est en théorie, dans les usages, encore une fois, le juge de l'élection ne l'a jamais fait. Mais compte tenu du faible écart de voix et des irrégularités massives qu'a dénoncé Elad Chakrina, eh bien je crois que nous pouvons nous attendre à un certain nombre de surprises. Justement, ce recours qui va être effectué, qui va être fait, demande aussi des preuves de la part de celui qui le demande. Qu'est-ce que vous avez comme éléments de preuve qui peuvent justifier que ce recours aboutisse? Mais pour ce qui est des preuves, nous sommes très sereins. Nous en avons des preuves. Par exemple Eh bien, vous avez vu la première preuve qu'Elad Chakrina a présentée hier chez un de vos confrères. Pouvons-nous accepter en démocratie qu'un PV arrive en préfecture maculé de blanco et que, alors que, me semble-t-il, la procédure le prévoit, que des signatures ne soient pas posées, des observations ne soient pas faites sur ce PV dès lors qu'il aurait été rectifié? Pouvons-nous accepter que des dizaines et peut-être des centaines de votes nuls arrivent sans la preuve? Pouvons-nous accepter que des dizaines de procurations revêtent un caractère, somme toute, litigieux? Alors moi je pose une question. Qui est à l'origine de tout cela? Qui est derrière cette opération, je pense? Vous avez la réponse? Mais écoutez, il appartiendra d'une part au juge électoral de donner une réponse quant à l'élection. Il appartiendra donc au Conseil constitutionnel. Et là, il n'y a qu'une seule instance, si on peut parler d'instance. Il n'y a pas de double degré de juridiction, ce qui d'ailleurs poserait d'autres problèmes, mais ce n'est pas le cadre. Mais il y a également la possibilité que la juridiction pénale se saisisse s'il y a lieu. Et je crois que, compte tenu des éléments qui nous remontent, pour fraude. Mais écoutez, pour fraude et pour des infractions qui seraient, le cas échéant, caractérisées, peut-on, encore une fois, accepter l'ensemble des éléments que je vous ai décrits avant? Peut-on accepter que la démocratie soit à ce point entachée, que le scrutin soit remis en cause, que sa sincérité soit en question à ce point? Je pense que tout électeur, tout citoyen doit s'interroger. Et je voudrais, si vous me le permettez une petite seconde, m'adresser aux électeurs ici. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'électeurs de France métropolitaine et qui sont soucieux également de leurs intérêts et qui sont soucieux de savoir dans quel sens Mayotte va évoluer. Peuvent-ils se satisfaire que le suffrage universel soit à ce point mis en cause? Peuvent-ils se satisfaire que les principes les plus élémentaires de la libre expression du peuple soient à ce point bafoués? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions à poser, et vous l'avez justement montré dans votre reportage, votre collègue l'a évoqué lors de ses éditions radio. Il appartient au candidat, Chakrina, ou à un autre candidat, de saisir le Conseil constitutionnel, mais tout électeur de la circonscription peut le faire, soit en saisissant le préfet, soit en introduisant directement le recours auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Alors vous avez 10 jours pour faire ce recours et on sait que ça peut durer quelques temps, ça peut durer plusieurs semaines, des mois. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport aux enjeux aujourd'hui? J'aimerais au besoin d'un député dans la circonscription. Comment ça va se passer? Vous ne sentez pas un peu pris par rapport à ça?
Eh bien, écoutez, moi, pour ma part, je ne serai peut-être plus là, mais en tout cas, il appartiendra aux Mahorais de juger l'action de leurs députés sur le terrain. Ensuite, chacun pourra juger de l'élection de ce député, si tant est... On perdrait du temps, là, si vous émettez un recours aujourd'hui entre... Oui, bien évidemment, il y aura beaucoup de temps perdu, mais je vous dirais que pour nous, en tout cas, le député légitime, celui que nous reconnaissons, c'était Elad Chakrina, voyez-vous. Alors, de manière peut-être officielle, c'est 2, 3, 4 prochains mois, il va y avoir un autre député. Et moi, je pose déjà une première question. Que fait ce député ? Ce député, apparemment, n'est pas encore parti à Paris. Or, à Paris, il s'est déjà passé beaucoup de choses. À Paris, et je pense que c'est important lorsqu'on veut s'inscrire dans la majorité. Dans la majorité, il y a des rôles qui déjà ont été distribués. Il y a des élections qui déjà ont été faites. Il y a des prises de responsabilité pour un certain nombre de députés qui veulent défendre leur territoire. Que fait ce député ? Et là, Chakrina avait indiqué que s'il était élu, dimanche dernier, il l'avait indiqué la semaine dernière, il partirait dès lundi pour pouvoir défendre les intérêts des Mahorais. Or, nous sommes aujourd'hui jeudi, demain vendredi, et il semble qu'il n'y ait aucun député qui veuille s'inscrire dans la majorité qui soit à Paris. Eh bien, je pense que là aussi, des questions se posent. Elles se posent sur le terrain juridique et elles se posent aussi sur le terrain politique. Alors, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un député qui est là pour quelques mois, son action va être jugée. Et c'est aussi... Dans la mesure où justement un recours a été émis, va être émis, est-ce que vous pensez que c'est de sa part, c'est normal qu'elle peut-être qu'elle attende que ce recours aboutisse ? Ben, écoutez, elle attendra ce qu'elle voudra. Mais je vous rappelle tout de même ce qui peut se passer, c'est qu'au bout de 4 mois, nous pouvons avoir une nouvelle élection avec un nouveau député, voire même, si le Conseil constitutionnel le décidait, c'est inscrit dans les textes, il pourrait carrément inverser les résultats. Ce n'est pas l'usage, mais c'est une possibilité. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurions une situation inédite pour Mayotte, mais je crois que les électeurs, à ce moment-là, eh bien, auraient justice, car, voyez-vous, de notre point de vue, et compte tenu des preuves qui nous remontent petit à petit, le député qui a obtenu la majorité, et donc l'expression populaire de Mahorais, eh bien, c'était celle en faveur d'Elad Chakrina. En tout cas, merci beaucoup, Louis-Julien Allemand, Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et enfin, à quelques jours de la fin du mois sacré de Ramadan, la population se prépare à fêter l'Aïd el-Fitr. Pour les retardataires, il ne reste plus qu'un week-end pour faire les achats liés aux festivités. Ce matin, nous nous sommes rendus sur le terre-plein de Mtsapéré afin de prendre le pouls des commerçants de la foire. Blocage du port, vol, emplacement pour la seconde année consécutive. Les choses ne semblent pas se passer comme espéré. Le point dans ce reportage signé Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Limnet. La saison des foires Ramadan arrive à son terme et l'heure du premier bilan a sonné pour des centaines de commerçants. Du côté du terre-plein de Mtsapéré, comme l'année dernière, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Zintongo model zilo rasa karsona wantu amba wasijavani wazhijorngalidzia ntongo zatu biantu kasi karashanga welewa karashanga mana risuana ntongo helo zilo rasa kavusita ntongo itsoka uyonsi na badameso indi vavo leovani bewa santu kakarashanga mana bekarsona ta wantu vaziva ntantu audisane karsiwa ona bersimia mugumba watsoja kamgwa vent sha Allah. En attendant ce dernier week-end du mois sacré, le constat est sans appel. Pour l'heure, les clients n'ont pas vraiment répondu présent. Et pour ce commerçant, la question de l'emplacement y est pour quelque chose. Ça se passe mal, mais on est là. C'est le maire qui décide qu'on vient ici, mais on n'a pas le choix. Il y a pas mal de clients, mais on est là juste pour bien avec les autres, juste comme ça. Mais c'est des embouteillages par rapport aux clients où on vient de Banraba ou Sadas et il y a des embouteillages en fait. Depuis sa délocalisation sur le terre-plein, de nombreux commerçants se plaignent d'avoir perdu la majorité de leurs clients. Ils souhaitent un retour sur la place de la République, mais les autorités s'y refusent. Autre problème et non des moindres, cette année les vols à l'arraché ont été légion. Cette année, je pense qu'il manque de sécurité. Il y a un manque de sécurité car voilà, les jeunes ils rentrent comme ça, ils volent, ils font ce qu'ils veulent et voilà, on ne peut rien faire car voilà,
Certaines ont peur, mais pas vraiment moi, car moi je me défends toujours, je ne me laisse pas faire. Mais bon voilà, ça ne se passe pas vraiment comme, comme l'année dernière. Pour l'heure, le bilan est donc plutôt négatif, même s'il reste encore quelques jours aux commerçants pour espérer inverser la tendance. Et à noter cette information inquiétante avant de nous quitter, depuis le 19 juin, 10 h, Mélissa Oumadi, âgée de 12 ans, a disparu. Placée en famille d'accueil depuis le 29 mai à Combani, l'enfant aurait quitté le foyer lundi 19 juin vers 10 h pour aller jouer dans le quartier près du stade. Sa mère est décédée, son père, un certain Mohamed, l'avait laissé à Mayotte pour repartir en juin, situation qui avait justifié son placement en famille d'accueil. La fillette de corpulence mince, mesure 1,40 m, était porteuse le jour de sa disparition d'un haut de couleur bleue avec des fleurs et d'une jupe à fleurs. Elle a les cheveux rasés et porte un foulard à carreaux violets. En cas d'information, contactez le 17 ou encore le 02 69 62 19 22. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, vous serez en compagnie de la rédaction, mais avec un tout en images. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Lundi, c'est Sony qui sera aux commandes du JT. Maintenant, on se quitte avec cette image, celle de Younoussa Bamana qui nous a quittés il y a maintenant 10 ans. Excellente soirée à vous sur KTV et bonne fin de semaine.